Bien, merci d'être avec nous. On va parler de booster les marques employeurs. Avant tout ça, je vais vous proposer un petit tour de table. Est-ce que Sabine Pamard, vous pouvez nous dire qui vous êtes, nous rappeler l'entreprise? Ça doit fonctionner en appuyant sur... Je peux me poser. Voilà. Et nous expliquer aussi vos enjeux de recrutement et quels sont ceux qui posent particulièrement problématiques. Très bien. Donc, ravi d'être là aujourd'hui. Donc, pour représenter la société Häagen-Dazs. Donc, on est présent sur l'Arajois depuis une trentaine d'années, avec la fierté en fait d'être le seul site industriel de fabrication pour la marque à l'international, puisqu'aujourd'hui on emploie 550 collaborateurs qui viennent régaler 94 pays clients. Voilà. Donc, toute cette fierté aujourd'hui d'être sur le bassin, avec une entreprise qui a fortement grandi, puisqu'il y a une trentaine d'années, on avait à peu près 90 collaborateurs, on est 550 maintenant, et on a embauché 150 personnes sur les 3 dernières années, notamment avec l'arrivée d'un centre d'excellence recherche et développement qui a ouvert ses portes en novembre dernier. Donc effectivement, le sujet de la marque employeur, de l'attractivité, du recrutement, c'est un vrai sujet d'actualité pour l'ensemble des entreprises. J'ai envie de dire qu'on n'a pas inventé la poudre, et pourtant il y a déjà 3 ans on s'est rendu compte que la difficulté commençait à pointer, et on a fait le choix en fait d'allier, et c'est tout l'intérêt de mon poste, d'allier la formation et le recrutement en une seule et même personne. Donc mon job aujourd'hui, c'est pas forcément d'aller chercher la personne qui répond en tout point à l'offre qui est diffusée, mais c'est d'aller chercher effectivement des compétences transversales et d'imaginer derrière ça des plans de montée en compétences et d'accompagnement des collaborateurs. Voilà. Donc, pour ce qui est des métiers sur lesquels on a des soucis de recrutement aujourd'hui, alors je ne vais pas créer de surprise en parlant, je donnerai qu'un exemple, celui du technicien de maintenance. Alors, comment on s'y est pris justement par rapport à cette difficulté-là, qui peut se retrouver sur d'autres emplois? Vous parliez de marque employeur, d'attractivité. Déjà, on a choisi de faire un diagnostic d'attractivité. On mesurait très bien notre réputation en interne via ce qui se fait très souvent, et faisant partie d'un groupe américain, ça fait partie des pratiques des enquêtes internes, où effectivement on questionne nos salariés sur leur mission, leur niveau de rémunération, l'importance que l'on peut donner dans l'entreprise, leur équilibre entre vie pro et vie perso. Donc ça, c'était quelque chose que l'on faisait très bien depuis une trentaine d'années. Mais en fait, on ne s'était jamais posé la question de notre e-réputation à l'extérieur. D'où l'intérêt de ce diagnostic. Donc ce qui est intéressant, donc on a travaillé avec l'APEC, ce qui est intéressant, c'était de voir quelle visibilité on avait sur le marché. Juste, Madame Pamard, parce que vous êtes en train d'attaquer des solutions. Ah. Et vous allez déjà un peu trop loin. On va terminer le tour de table et de présentation si vous voulez bien. On vous rendra la parole sur ce sujet tout de suite et vous pouvez donner le micro à Mme Van der Mesch. Je suis une passionnée, excusez-moi. Merci beaucoup. Non, c'est pour qu'on ait juste une linéarité dans les interventions de chacune et chacun. Madame Van der Mesch, DRH de Veolia, si vous voulez vous présenter votre entreprise et puis les métiers en tension également sur lesquels vous êtes aujourd'hui en difficulté. Ok, donc je suis Valérie Van der Mesch, ça fait 20 ans que je suis dans la fonction ressources humaines, 7 ans chez Veolia et donc DRH Veolia aux régions de France depuis juillet 2022. Donc Veolia, on est 1450 au niveau de la région, 300 salariés à peu près sur Arras, avec une direction régionale qui est historiquement basée à Arras, nos principaux clients qui est notamment la communauté urbaine d'Arras. Donc ce sont les métiers invisibles Veolia, donc les métiers de l'eau, la préservation de l'eau, la collecte des eaux usées et la distribution d'eau. Donc de grosses problématiques aussi en termes de recrutement. On a toujours aujourd'hui sur la région 80 postes à pourvoir avec des difficultés de recrutement, comme vous l'indiquez, sur les électromécaniciens, les techniciens de maintenance, ça c'est un vrai sujet. Et puis même sur nos postes d'exploitation, on a aussi des difficultés puisqu'on a une pyramide des âges qui est vieillissante, donc avec beaucoup de postes à pourvoir. Donc j'expliquerai un peu après les actions qu'on a menées. Je passe le micro. Ouais.
On a un micro, je vous remercie. Monsieur Nouchi, par exemple, vous pouvez prendre la suite. Ça nous va bien. Eh bien, écoutez, nous, c'est l'UMIH, Union des métiers de l'industrie hôtelière. C'est bien sûr un métier sous tension, vous le savez bien, mais c'est un métier indispensable pour une cité, je pense à l'Arajois, mais ailleurs aussi. Et l'exemple a été fort pendant la période du Covid. Vous avez bien vu les rues totalement désertes, les villes totalement désertes, à la suite, bien entendu, de ces fermetures de nos établissements. On a toujours été un métier sous tension. Sur les Hauts-de-France, c'est 15 000 personnes en recherche permanente. On va essayer de trouver des solutions avec vous, on va en parler tout à l'heure. Voilà, c'est un métier que pratiquement tout le monde a fait pendant ces périodes, vous savez, semi-scolaires, étudiantes, pour chercher peut-être un lien pour trouver un autre travail. Et c'est un métier qui a donné envie de faire autre chose après, et beaucoup de facilité. C'est un métier de théâtre, donc voilà, aujourd'hui, grâce à ce métier-là, on a peut-être ouvert d'autres portes, d'autres situations à des personnes. Aujourd'hui, on recrute et on vous expliquera comment on essaye de trouver des solutions, bien entendu. Ça nous intéressera, bien sûr. Léonce-Antoine Després, alors on connaît tous ce grand bâtiment sur la 1, il me semble, mais vous pouvez nous dire qui vous êtes et les métiers qui existent dans votre imprimerie. Oui, bonjour à tous. Donc Léonce-Antoine Després, moi je représente une vieille imprimerie familiale qui a eu 100 ans l'année dernière, qui imprime des magazines, des prospectus, des catalogues, mais surtout 200 à 300 magazines que vous pouvez trouver dans les kiosques partout en France. Et nous, ça fait à peu près 15 ans qu'on me dit que le métier est mort. Donc on a toujours été en tension dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on ne savait même pas si on allait vivre en l'an 2000, après l'an 2010, et puis finalement aujourd'hui c'est encore un métier qui existe face au digital. Et donc nos métiers qui sont en tension aujourd'hui, c'est principalement des conducteurs de rotatives, des conducteurs de machines à imprimer, puisqu'il y a eu énormément de réduction d'effectifs, de réduction d'usines en France, surtout dans le Nord, fin de l'imprimerie. Donc il n'y a plus beaucoup d'employés qui savent imprimer en fait. On recherche aussi des caristes et des conducteurs de finition qui ennoblissent un petit peu les productions qu'on fait. Voilà. Merci, très clair. Daniel, je pense que tu connaissais déjà tous ces besoins, mais on peut peut-être leur proposer tout de suite nous parler des solutions qu'ils ont mises en place. Parce que, vas-y. On va essayer de rentrer dans le vif du sujet parce que c'est aussi la particularité de cet après-midi, c'est d'être concis, d'aller le plus vite aux solutions, en l'occurrence sur cette première table ronde. Alors des solutions qu'on essaye nous aussi d'apporter, j'entendais ce qui était dit tout à l'heure sur les keynotes, et effectivement nous, parce qu'on a une offre de service à l'accompagnement au recrutement des entreprises, on essaye au moins de réfléchir à tous les sujets que vous avez apportés pour les transmettre et être peut-être aussi au service de votre leçon aujourd'hui, si je peux me permettre, à déployer, et se l'approprier aussi. Parce qu'au-delà de ça, moi, je suis directeur d'une association de 90 salariés. Et donc, avant toute chose, je pense qu'il est grand temps de s'interroger, et je sais que mes collaborateurs sont dans la salle, sur qu'est-ce qu'on fait chez nous pour montrer l'exemple sur ce qu'il y aura à faire auprès des entreprises du territoire. Donc déjà, moi, je m'engage avec les collaborateurs qui travaillent sur le recrutement à prendre tous ces sujets-là et à se dire jusqu'à où on pousse le curseur pour être les faire-valoir de cette journée. Parce que si on se termine ce soir en se disant au revoir et qu'il ne se passe plus rien derrière, ça ne sert à rien de revenir l'année prochaine. L'idée, c'est d'impulser une dynamique. Alors Sabine Pamard, quand on a échangé avec vous en préparation, vous m'avez dit, finalement, nous, la première chose qu'on s'est dit, c'est on va soigner notre réputation et notre process de recrutement. C'est-à-dire, finalement, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va considérer autrement l'humain, c'est ça que vous avez voulu nous dire par là ? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, c'est le fameux diagnostic dont je vous parlais. Tout l'intérêt d'avoir un regard extérieur à l'entreprise qui soit en mesure d'aller regarder comment on est présent effectivement sur les réseaux, quelle est notre réputation, ce que disent parfois d'anciens salariés de l'entreprise ou des gens en fait qui n'ont fait qu'un passage, une visite par exemple d'école. Donc voilà, première étape, c'est vraiment de soigner aussi sa visibilité. Être présent également sur les forums emploi. Alors, je discute parfois avec des RH qui me disent « encore une journée de perdue ».
C'est jamais une journée de perdu et on ne peut pas se limiter à se dire il n'y a pas de candidat, il faut vraiment être en mesure de se bouger. Oser aussi des choses peut-être différentes. Je vous avais donné pour exemple le stade vers l'emploi. Franchement, si vous êtes RH ou même autre fonction que vous n'avez jamais tenté la formule, allez-y. Le principe est très simple. Voilà, il faut nous expliquer. Voilà, c'est d'être en fait, vous faites partie d'une équipe, alors c'est un peu sportif, mais je vous assure que c'est tout à fait abordable. Vous êtes dans une équipe d'une dizaine de personnes dans laquelle vous ne savez pas qui est salarié, qui est demandeur d'emploi. Au travers des différentes épreuves sportives par lesquelles vous allez passer, en fait, vous allez vraiment découvrir des savoir-être. J'avais osé vous le dire, il y a une personne qui était dans mon équipe, dans les 10 premières minutes, je m'étais dit, si elle est demandeur d'emploi, je ne me vois pas travailler avec elle, et c'est la personne à qui j'ai demandé le CV à la fin de la journée. Et vous êtes convaincu que cette autre forme de rencontre du candidat, elle a permis de dégager d'autres choses, de repérer d'autres qualités, de repérer un potentiel, c'est ça qui vous... Tout à fait, et c'est un peu l'idée du recruter sans CV. C'est de se dire, prenez le temps de discuter avec la personne, de discuter de ses hobbies, de ce qu'elle aime faire, si elle est dans des situations associatives, etc. Essayez de découvrir qui est la personne avant de vraiment vous intéresser à ce qu'elle sait faire. Le savoir, ça s'apprend. Donc voilà, intéressez-vous à la personne. Si je peux me permettre, alors, donc, le Stade vers l'emploi est porté par le Pôle emploi, avec qui nous collaborons aussi, en même titre qu'avec Face Artois, le réseau Fondation Agir contre l'exclusion. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on portait en fait des mêmes actions liées emploi et sport. Et donc en fait, on s'est retrouvés ensemble avec l'Office des sports d'Arras et on a établi un calendrier. Donc nous, on a des événements récurrents sur lesquels, si vous avez raté une session à un moment donné, dites-vous qu'il y aura toujours des sessions de rattrapage parce qu'on a coordonné l'ensemble, parce qu'on sait que ça marche. Ça se fait aussi d'ailleurs, Daniel, avec des musées dans le domaine un peu artistique, culturel, comme ça. C'est une autre façon de partager un moment. Et de mobiliser les publics. Parce que c'est aussi l'interrogation qu'on a sur comment on arrive à attirer le public. Alors, parfois, le sport, et quel sport même on met en place. On a démarré par basket et handball, et en fait, c'est un peu trop violent. C'est un peu trop... on passe tout de suite à un stade de compétition. Donc on a décidé, nous, on fait pétanque, javelot. Pas de boxe, rien du tout. Mais non, okay. Sport local. Bon. Merci, Daniel. Je reviens aussi avec vous, Valérie, sur un enjeu très important. Alors c'est vrai que mieux rencontrer, mieux parler de l'entreprise, mieux parler du candidat, c'est très important. Mais vous m'avez dit aussi, parler de l'entreprise en essayant de donner du sens au travail, c'est finalement pour nous une vraie clé de voûte pour réussir à trouver de l'écho chez les candidats. Vous pouvez nous en dire plus ? Nous, on a énormément de chance chez Veolia. On a un vrai sens dans notre métier, l'utilité. On l'a vu au moment du Covid, on ne s'est pas arrêté. Ce sont des métiers essentiels. Le sens de nos métiers, c'est quand même de préserver ce que je disais tout à l'heure, la ressource en eau, faire en sorte d'avoir une eau potable au robinet. Donc on a énormément communiqué à la fois sur le sens de nos métiers, mais on a aussi beaucoup communiqué sur nos valeurs, en faisant, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, témoigner nos agents, nos exploitants, donc en les mettant en scène sur des vidéos. Donc on parlait du travail avec la communication. Moi, mon directeur communication, je travaille tous les jours avec lui. Donc on a mis par exemple sur des vidéos des sujets sur la passation, le compagnonnage au travail. Donc ça a été mis. Donc ça donne du sens et ça parle aussi de nos valeurs. On a mis aussi les femmes dans nos métiers en lumière, puisque au départ, aller travailler sur les réseaux d'eau ou dans les stations d'épuration, c'est pas forcément ce qui attire en premier lieu. Puis on trouve très peu de femmes dans les formations aussi qui sont proposées pour aller sur nos métiers. Donc on a mis en valeur, on les a fait témoigner. Il y a eu des vidéos aussi qui sont passées sur les réseaux sociaux. Et puis tout ce qui est sur le process de l'eau potable, le process des stations d'épuration, pour vraiment illustrer ce que sont nos métiers. On l'a aussi mis sur des vidéos sur nos sites. Et puis on utilise aussi beaucoup les visites sur nos stations, sur nos réseaux. On signe régulièrement des partenariats aussi avec les écoles et on en profite dans ces partenariats-là
pour à la fois aller témoigner sur nos métiers, le sens, les valeurs, et puis emmener aussi nos exploitants avec nous. Hein, ça, on le fait régulièrement puisque ça permet aussi de parler concret. Je pense notamment à un partenariat qu'on a avec tout ce qui est maintenant c'est BUT GE2I, où on emmène des anciens de ces formations-là et ils viennent parler de leur parcours, de leur évolution dans l'entreprise auprès de ce public-là, hein, pour montrer qu'il y a aussi des passerelles dans nos métiers. Donc voilà, tout ça aujourd'hui, c'est important pour l'attractivité. Et depuis que vous mettez davantage en avant cette contribution à la transformation environnementale, finalement à la bonne santé écologique d'un territoire, à la gestion de l'eau saine, etc., est-ce que vous remarquez un intérêt plus fort ou que vous réussissez à attirer d'autres profils? Vous savez mesurer ça un petit peu ou... Alors ça parle beaucoup aux jeunes, donc oui, on arrive à attirer. Alors après c'est difficile, le contexte économique est difficile. On en parlait aussi tout à l'heure sur la Rajoie, 5,9% de chômage, j'ai retenu le chiffre. Aujourd'hui, il faut aller aussi chercher les publics éloignés du marché de l'emploi. Donc ça c'est une deuxième thématique aussi. Donc ça veut dire que oui, on constate qu'il y a un engouement vers nos métiers, bien sûr, mais au-delà de ça, il faut aller un peu plus loin aussi sur ces actions d'insertion notamment. Merci. Ce qui me permet de rebondir avec Monsieur Nouchi, finalement ce sens-là aussi, vous l'avez dans la restauration, vous m'avez parlé de sens de l'hospitalité et du plaisir de l'hospitalité, de l'art de vivre à la française. Alors bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, il y a des façons de réorganiser un petit peu le travail qui se mettent en place dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, mais c'est ça le cœur du sujet finalement, c'est le sens de la rencontre, de vivre des événements ensemble. Oui, je pense que lorsque on devient accueillant dans nos entreprises, on est obligatoirement accueillant aussi avec nos collaborateurs. Ce qui n'est pas facile parce qu'il faut d'abord qu'ils passent la porte. À partir du moment où ils ont passé la porte et qu'on les reçoit correctement, il n'y a aucun problème, ils commencent à adhérer à l'entreprise parce qu'il y a aussi le lieu qui est intéressant, il y a aussi la façon de travailler qui peut être intéressant. Tout ça n'est pas simple, mais en réalité, je crois que il faut passer le pas. Aujourd'hui, on est prêt d'accepter bien sûr des gens qui sortent des écoles hôtelières, et heureusement, parce que pour des cuisiniers par exemple, c'est quand même mieux quand ils ont une belle formation, même si on peut les former aussi sur le terrain et assez rapidement. Mais il y a aussi la salle, et aujourd'hui en salle, on peut du jour au lendemain prendre la main, parce que si on en a envie, et si la personne avec qui on va se mettre à travailler est sympathique, je pense qu'on va y arriver. Et la clientèle le comprend, ça aussi. Elle le comprend. Elle accepte. Elle accepte des fois le geste qui n'est pas tout à fait correct ou quoi que ce soit. On y arrive. C'est pas facile, mais on y arrive. Et il faut être attractif de ce côté-là pour pouvoir attirer du monde. Merci beaucoup. Alors moi j'aurais une question plus particulièrement sur la e-réputation, parce que l'entreprise de restauration, en l'occurrence, elle est aussi notée sur ce qui est envoyé en salle par les réseaux sociaux. Et donc on s'interroge sur la manière dont pourrait traiter ce sujet l'employeur lorsqu'il aurait à séduire du coup des candidats, alors que lui est renvoyé en même temps, par le biais notamment des consommateurs, une autre image de son restaurant. Est-ce que ce sujet est traité ou apprécié ? Oui, d'ailleurs on y fait très attention. Le fait que l'établissement soit bien noté donne une envie de venir travailler. S'il n'est pas bien noté, obligatoirement, la personne ne voudra pas venir travailler dans un endroit où il risque de se faire agresser par le client. C'est des fois des choses qui arrivent. Là aussi, on va voir l'identité du patron, comme le disait Florent tout à l'heure. Oui, je pense que du patron, de la patronne, bien entendu, hein, parce que dans nos métiers, on reçoit beaucoup de dames. Et il y a beaucoup de dames qui travaillent d'ailleurs dans nos métiers. C'est vrai que l'identité du dirigeant est important, et de la façon qu'il gère ces problématiques, parce que on a un métier aussi où on a, alors j'ose pas trop le dire, mais des gens qui sont à un petit niveau quand même. Intellectuellement, c'est compliqué. Hein, il faut leur donner envie, il faut leur donner. Et donc à nous de savoir d'arriver jusqu'à ce point-là.
Le fait est, on le disait tout à l'heure aussi, c'est une partie des métiers vers lesquels on a envoyé des élèves en situation peut-être de décrochage scolaire. Des fois, c'était quasiment la punition que de se retrouver à la restauration. On commençait même par la plonge avant de monter les échelons un par un. Et donc même la progression sociale au sein de l'établissement, lorsqu'on est sur ce secteur d'activité, doit être accompagnée. Donc pour ça, l'UMI notamment, en l'occurrence, est dans l'accompagnement de ces entreprises, puisque vous ne représentez pas ici une entreprise, mais une corporation qui défend une valeur, des valeurs, et qui cherche aussi à se réinventer aujourd'hui face à des situations où on l'entend pendant le confinement, les salariés qui sont partis, qui ne sont pas revenus, et pour ce qui vous concerne, le télétravail, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Alors, on a parlé bien sûr des salaires, mais je pense qu'aujourd'hui, les salaires sont de bon niveau. À partir du moment où on a un bon élément, je pense qu'il est bien payé, quel qu'il soit, que ce soit la plonge, parce que c'est obligatoire chez nous, et c'est un poste clé, aussi bien en salle, aussi bien en cuisine. Lorsque l'élément est bon, il sera bien payé. Il n'y aura pas de problème de salaire. Après, il y a des aménagements qu'on amène, que ce soit des horaires, que ce soit peut-être aussi des facilités. Tout à l'heure, je parlais du transport. Nous, dans nos métiers, il y a très peu de gens qui ont le permis. Et c'est vrai que la proximité est intéressante. Bien souvent, lorsqu'on emploie des gens sur l'Arajois, c'est des gens qui vivent dans l'Arajois, qui ont une famille dans l'Arajois et qui se déplacent en 5-10 minutes, à pied le plus souvent possible, à vélo, en scooter ou alors en transport quand ils le peuvent. Mais voilà, nous aujourd'hui, on est quand même avec des gens de proximité et qui connaissent le territoire. On en a parlé tout à l'heure, c'est des gens qui savent, voilà, sur la place des Héros, où se trouve la mairie, on peut discuter un petit peu de tout ce qui se passe autour de nous, et c'est quelque chose d'essentiel aussi dans nos métiers. Donc en reconquête, donner envie, ça me permet de venir vers vous, Léonce Antoine, puisque c'est ce que vous m'avez dit quand on a échangé. Finalement, toute cette industrie graphique, le secteur de l'imprimerie, il faut trouver des moyens de redonner envie. Ouais, c'est ça. Nous, on a actionné pas mal de leviers depuis qu'on a complètement déplacé l'industrie, l'imprimerie totalement à Vancourt, ici. Le premier, c'est d'avoir le management interne. On avait un management très descendant, beaucoup d'autoritarisme. On a complètement changé ça. Où, du coup, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'échanges dans l'entreprise. Ce qui se ressent quand il y a un candidat qui arrive, ou même des confrères qui viennent visiter l'imprimerie, ou des clients, ou des fournisseurs, ils voient qu'il y a une bonne ambiance déjà. Donc ça, c'était déjà le premier point. C'était redonner envie à chacun dans l'entreprise d'avoir envie de travailler. Dans la bonne humeur, avec... Parce qu'il y a des moments où on est d'accord, des moments où on n'est pas d'accord, mais quand on n'est pas d'accord et que c'est dans la bonne humeur, c'est toujours un peu plus sympa, quoi. Et là, avec beaucoup de transparence sur qui travaille, qui fait quoi, beaucoup de polyvalence on a mis en place entre l'administration, les postes des ouvriers, les différentes machines. Et là, il ne s'agit pas finalement que d'organisation du travail, il s'agit finalement aussi de relations sociales à l'intérieur de l'entreprise, de partage de la décision, et ça a joué pour donner envie à chacun d'être acteur, et finalement que l'intérieur rejaillisse, comme on l'a dit tout à l'heure, vers l'extérieur. Ouais, ça c'était le premier levier en interne, et après en externe, mon grand combat là en ce moment, c'est vraiment de redorer l'image du papier, parce que ça fait 20 ans qu'on nous dit d'imprimer ce mail que si nécessaire, qu'on coupe des arbres pour faire du papier, ce qui est complètement faux, puisque en fait le papier est créé à partir déjà de restes de scierie ou de bois mort. Donc on est déjà dans le upcycling. Donc n'en déplaise à Monsieur Leclerc et son paper bashing et son greenwashing, quand vous achetez un livre ou un magazine, il est recyclé. Déjà, il vient parfois de papier recyclé, et il est parfois recyclé, et il est tout le temps recyclé, soit par Veolia, soit par d'autres confrères. Donc on a un produit qui est vivant et qui est géré dans une industrie des arts graphiques qui est complètement dans un circuit écologique, on va dire. Et enfin, c'est redorer l'image de l'industrie. On n'est plus dans des usines du temps de Zola, on a des machines de plus en plus grosses, de plus en plus automatisées, connectées. On porte plus trop de poids qui bousillent la santé. Ça devient impressionnant, c'est même graphique quand on prend des photos et maintenant sur les réseaux sociaux on peut faire des vidéos, des machines à imprimer, c'est vraiment très visuel. Et donc
venez dans les usines, c'est beau à voir, et il y a des métiers hyper intéressants. Ça peut être de la techno, ça peut être des développeurs, ça peut être du contrôle qualité, mais aussi des postes plus basiques de main-d'œuvre. Donc il y a un peu de tout, et c'est plutôt agréable. Voilà. Et tout ça avec des productions made in France et made in Arras. Voilà, juste à côté. Et en plein cœur du territoire, mais aussi de la France et de l'Europe, puisqu'on est vraiment très près de Londres, Paris, Bruxelles, quoi. Et concrètement, ça vous est déjà arrivé de recruter par cooptation, comme ça, par recommandation de personnes en interne? Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'imprimeries dans la région qui ont des difficultés, donc on a eu comme ça des gens qui sont venus nous voir quand ils ont su qu'on continuait l'activité, qu'on la développait même. Voilà. Je profite avant qu'ils doivent partir, puisqu'il y a des contraintes de train assez fortes, Florent, et je viendrai vers Clara juste après. Qu'est-ce que ça vous inspire? À la fois, bien sûr, les diagnostics, je pense que vous les connaissiez, mais les solutions qui sont déployées par tous ces acteurs, quelles que soient les tailles d'entreprise qu'ils représentent, qu'est-ce que ça peut vous inspirer? Ce que ça m'inspire, c'est que certainement, c'est du pragmatisme déjà. C'est qu'avant de réinventer des choses ou de faire des choses très compliquées, de voir aller trop loin, qu'on soit une grande entreprise extrêmement connue en France, ou des artisans, ou une entreprise familiale, à ce que je comprends, peut-être que je me trompe, mais à ce que j'ai compris, une entreprise familiale en plus d'un secteur effectivement qui peut donner une image de dire est-ce que ça va continuer ou pas continuer, et pour le coup ça continue et même a priori très bien, c'est d'être pragmatique sur des solutions qui sont simples et qui vont correspondre aussi à l'ADN de l'entreprise, parce que qu'on soit artisan ou qu'on travaille chez Veolia, c'est pas la même entreprise, c'est pas la même organisation, c'est pas la même structure, c'est pas les mêmes moyens non plus, et c'est pas bien ou pas mal, c'est juste que c'est différent, et se dire qu'est-ce qu'on va faire qui va aider les candidats à nous connaître déjà, à savoir qu'on existe en tant qu'entreprise, à savoir qu'on a des métiers intéressants qui permettent d'évoluer et qui vont pouvoir permettre aussi, et je pense que c'est important, pour en tout cas les gens qui viennent de ce territoire, d'y vivre et d'y rester dans la durée, quoi. Voilà. Moi je pense que le côté pragmatisme, la simplicité, le côté humain et le côté, je reviens à mon Tinder, mais le côté authentique, ça marche très bien. C'est pas la peine de vouloir être celui qu'on n'est pas, quoi. On rejoint le parti pris de pouvoir travailler sa marque employeur avec un investissement modéré. Clara, j'imagine que ça vous évoque beaucoup de choses, à la fois sous votre casquette de praticienne des ressources humaines au quotidien, mais aussi sur ce sujet sur lequel vous avez eu de la réflexion, une prise de hauteur avec votre ouvrage. Vous avez envie de les aider, Qu'est-ce que ça vous évoque? Déjà, pour moi, rien que de pouvoir partager les uns avec les autres, de s'ouvrir, c'est déjà une bonne chose, parce que toutes les entreprises, on l'entend, hein, ont à peu près les mêmes difficultés. Alors après, avec des variables par rapport au secteur d'activité, par rapport à la taille de l'entreprise aussi, mais globalement, ça converge. Donc de pouvoir discuter, échanger, prendre ce temps en fait qu'on prend ensemble cet après-midi, je trouve qu'on le fait pas encore assez, de se tourner en fait les uns vers les autres pour savoir même si tu fais pas partie du même secteur que moi, qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour pallier à tes difficultés, et puis de pouvoir s'inspirer à la fois des réussites mais aussi des écueils, parce qu'on a tous des écueils dans ce que l'on fait, et c'est à force de démultiplier les actions qu'on arrive à identifier qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Par exemple chez nous, ce qui fonctionne très bien, c'est la cooptation, vous en avez parlé, on a une prime de cooptation qui fonctionne très très bien chez nous, et où aujourd'hui on a des personnes qui parlent de l'entreprise dans leur réseau personnel en fait, ce qui nous permet aussi d'aller toucher des personnes qu'habituellement on ne toucherait pas, parce que tout à l'heure je vous ai cité le nom de mon entreprise, mais quand je la cite aussi sur mon territoire, je vous rassure, tout le monde me dit mais qui vous êtes, on vous connaît pas, et pourtant on est quand même 350 collaborateurs, donc 350 collaborateurs qui parlent à 10 personnes. En fait, on démultiplie fortement aussi notre notoriété. Donc en fait, c'est plein de petites actions aussi comme ça. Vous avez parlé d'action sport. Nous, on fait la même chose avec une association locale qui est Femmes Sport et Emploi tout au Kind Arena. Donc ça a lieu 2 fois par an, où du coup, c'est des femmes qui sont éloignées de l'emploi. On va aussi porter le secteur des télécoms qui est très très masculin, hein. Je crois que 90% de mon personnel c'est des hommes, ce sont des hommes, et du coup pour promouvoir un petit peu ce secteur-là aussi auprès des femmes, donc il y a plein d'actions qui sont menées pour promouvoir en fait nos métiers auprès des femmes. On essaie aussi de les mettre en avant, donc en fait voilà, il y a plein d'actions, et je pense que ça converge dans tout ce que l'on a pu entendre, c'est de comprendre quelles sont nos difficultés et quelles sont la multiplicité des actions que l'on peut mener pour pouvoir y répondre, et puis de tester.
Et ça, finalement, la cooptation, ça rentre dans les outils qui coûtent pas très cher à déployer et qui peuvent finalement rapporter gros, parce que j'imagine que ça facilite aussi l'intégration. Vous, comment ça se concrétise La cooptation, en fait, c'est une prime de cooptation donc, qui est touchée par les collaborateurs à partir du moment où le nouveau candidat en fait, est validé en termes de période d'essai. Donc ça permet aussi d'augmenter le pouvoir d'achat de nos collaborateurs, ça permet de travailler notre notoriété, ça permet d'économiser aussi, alors désolé pour les cabinets RH, mais d'économiser parfois un cabinet de recrutement. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas les cabinets de recrutement, mais ça veut dire qu'en fait, encore une fois, on est dans la multiplicité des possibilités au regard des difficultés que l'on peut rencontrer. Donc, et puis nos collaborateurs, en fait, ils connaissent nos valeurs. Donc quand ils parlent de notre entreprise et quand ils nous ramènent un candidat, très souvent ça match en fait. On n'a pas de difficulté d'association des valeurs parce que il a déjà fait le boulot du RH finalement. Et il le fait encore mieux en fait. Oui. J'ai envie de dire, il le fait mieux que mes managers et il le fait mieux que nous. Parce que du coup, il sait exactement le profil de la personne aussi avec laquelle on va pouvoir collaborer demain. Donc il sait dire, avec cette personne-là, ça ne matchera pas. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, on n'est pas non plus... 100% des entreprises ne sont pas bonnes pour 100% des candidats. Et par contre, lui, il est aussi en capacité de dire, avec toi, ça peut matcher dans mon entreprise. Donc ça, en fait, ça n'a pas de prix. Il fait quelque part même le matching. Le coopté est fier de ramener quelqu'un et en même temps le cooptant. Exactement. Et le coopté s'intègre plus rapidement, j'imagine, dans l'entreprise et épouse ses valeurs, j'imagine. C'est ça. Et puis la facilité d'intégration, puisque du coup il connaît aussi déjà des personnes en interne. Donc c'est aussi plus facile pour lui de pouvoir s'intégrer. Puis on a des gros parcours d'intégration chez nous qui peuvent durer de 3 jours à 8 mois. Donc ça c'est aussi sur le marché aujourd'hui quelque chose qui fonctionne très bien en termes d'image. Et puis vous avez parlé de réputation. Nous aujourd'hui, on a pris le parti pris de commenter tous les commentaires en fait des collaborateurs présents ou anciens dans l'entreprise qui viennent déposer un commentaire sur Indeed ou sur Glassdoor, qu'il soit alors je vais pas dire positif et négatif, mais plutôt plaisant et déplaisant. Et du coup à chaque fois on y apporte aujourd'hui un commentaire. Et du coup on invite soit le collaborateur éventuellement à venir discuter avec nous, soit on apporte aussi de la matière, parce que y a rien de pire en fait qu'avoir un commentaire mais sur lequel derrière il n'y a pas de retour de l'entreprise, parce que du coup on a un point d'interrogation, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, comment on se positionne, qu'est-ce que pense l'entreprise de ce commentaire. Du coup on essaye de y apporter un petit peu de matière. Et aujourd'hui, alors déjà on nous en parlait déjà lors des entretiens RH, et aujourd'hui on nous en parle dans le sens positif en disant j'ai vu que vous aviez apporté une réponse et j'ai apprécié la réponse. On est sur la réponse personnalisée et qui complètement. Et rapide. Et parfois même fait par mon codir. Très bien. Je vous voyais, mesdames, assez à l'écoute de ce sujet de la cooptation. Peut-être que ça existe aussi chez vous, madame Van der Merch ? On l'a mis en place depuis 6 mois et on a fait une dizaine de recrutements par cooptation. Et vous avez déjà quelques résultats ? Oui, 10 recrutements réussis via la cooptation. Et vous sentez que l'intégration est plus facilitée, facilitée ? Oui, puisqu'il y a eu beaucoup de communication avec les personnes qui proposent les candidats. Et puis souvent, quand on les voit en entretien de recrutement, ils connaissent déjà beaucoup de choses sur l'entreprise. Donc oui, ça fonctionne plutôt bien. C'est les débuts. Je pense qu'il faut aller plus loin sur le montant de la prime, parce qu'elle est peut-être pas suffisante aujourd'hui. Mais en tout cas, ça fonctionne chez nous. Ouais. On a une petite vidéo avec des solutions innovantes qu'on va vous diffuser tout à l'heure. Oui, c'est juste parce qu'on est pris par le temps aussi et qu'on veut respecter le timing pour que tout le monde puisse profiter du temps de parole qui est prévu. Donc d'abord, moi je tenais personnellement et au nom de Madame la Présidente de la Maison de l'Emploi et des Métiers et aussi de l'Office de tourisme en Pays d'Artois qui co-organise avec nous, vous remercier de votre participation, des démonstrations des solutions que vous avez commencé à apporter aujourd'hui. Après quelques courtes vidéos, mais je te rendrai la parole, on aura le temps, à l'occasion d'une pause, d'échanger encore sur ces solutions. Moi, j'en ai encore plein en idée en tête, même le comité d'entreprise dématérialisé pour les entreprises qui ont très peu d'effectifs. On pense que c'est compliqué, alors qu'en fait, ça coûte pas très cher et ça permet d'apporter des solutions. Donc il y a des choses comme celle-là. Et puis en parlant de solutions, il y en a 3 qui vont nous être présentées en vidéo, là. Oui, il s'agit d'une sélection de l'écosystème RH de référence en France qui s'appelle LabRH, et qui, en fonction de la thématique qu'ont développée aujourd'hui, a lancé un appel à témoignages. Et donc, avec les organisateurs, on a sélectionné 3 de ces startups qui, en 1 minute, nous proposent leurs solutions innovantes. Alors, 3 startups, 3 sujets différents, hein, vous l'avez compris, du display, comme on l'appelle en publicité digitale maintenant, c'est-à-dire en gros aller chercher des médias dans lesquels on fédère des communautés pour passer des messages et essayer de toucher des gens qui seraient passionnés par des domaines dans lesquels il y a des offres d'emploi à pourvoir.
Vous voyez un peu l'astuce. Deuxième aspect, on est plutôt sur l'inbound, c'est-à-dire le fait de publier du rédactionnel qui est attractif pour les demandeurs d'emploi et essayer de séduire par le récit, le storytelling de l'entreprise. Et la première, encore un peu plus concrète, sur la logique de Explore Job, qui transforme vos collaborateurs non pas seulement en coopteurs, mais aussi en ambassadeurs, où il s'agit carrément, alors ça peut-être pas plaire à tous les responsables de ressources humaines, mais d'externaliser certains entretiens, ou en tout cas d'ajouter des entretiens avec les collaborateurs de l'entreprise. Madame Parmin, je vous ai vu prendre des notes. Alors, je vais vous demander de réagir, du coup, à qu'est-ce qui vous a particulièrement interpellé ? Effectivement, on a sur 2023 la piste de mettre en place les ambassadeurs en fait de l'usine, mais cette idée effectivement de pouvoir faire discuter le collaborateur avec un candidat, je l'avais pas encore eu et j'ai trouvé qu'elle était plutôt pas mal, et je pense que ça ira encore plus au-delà du fait, par exemple, de poster une simple vidéo ou un témoignage. Là, on est vraiment dans l'échange, on est vraiment sur quelque chose d'humain, et je pense qu'en plus, c'est complètement en phase avec nos valeurs, quoi. Qui veut réagir à ça aussi ? Vous êtes convaincu également qu'il n'y a rien de mieux qu'un collaborateur pour en séduire un entrant ? Clara ? Alors moi, j'avais souvent mis ça en place à l'époque où j'étais consultante et aujourd'hui dans l'entreprise aussi. C'est-à-dire que dans le process de recrutement, on invite les candidats déjà à visiter l'entreprise, à prendre contact un petit peu avec leur nouvelle équipe et puis à échanger en fait avec leurs futurs collègues. Et ça fonctionne bien parce que du coup, ils posent des questions à un pair. Il n'y a pas de lien hiérarchique. C'est fait complètement de manière informelle, donc c'est fortement apprécié. Et puis, on emmène aussi nos collaborateurs en fait dans les salons. Je pense, nous, on a un gros événement qui s'appelle Codeur en scène chez nous, qui vise tout le secteur justement du développement informatique. Grosse carence chez nous et on a un très gros SI. Et ben en fait, on a emmené les équipes avec nous. Et c'est eux qui ont fait la promotion directement de l'entreprise de pourquoi nous rejoindre, quel langage informatique. Enfin voilà, ils l'ont vendu 10 fois mieux que moi parce que c'est pas mon métier. Donc forcément, quand on me pose des questions, moi j'y réponds pas pareil qu'un collaborateur. Rencontrer des semblables, finalement, c'est plus efficace. Monsieur Nouchi, je vous voyais aussi dans l'envie de réagir. Vous lancez un GIE, c'est des choses qu'on pourrait y retrouver, par exemple ? Ça, c'est des interemployeurs, de pouvoir venir séduire des candidats en expliquant les métiers un peu mieux. Alors, vous parlez entre employés, mais nous, ça se fait automatiquement. Ouais. C'est-à-dire qu'on prend en charge de la personne qui rentre chez nous. C'est jamais le responsable qui prend en charge, il est pris en charge par le collaborateur à côté qui va tout lui montrer dès le départ. Et si ça convient, il n'y aura pas de souci. S'il intègre l'équipe tout de suite ou s'il se fait intégrer dans l'équipe, il n'y a aucun problème. Alors, j'écoutais, on prend toujours des exemples. Nous, la première personne qui va recruter, c'est bien souvent la personne avec qui on travaille, et bien souvent c'est familial. Écoute, aujourd'hui on a un souci en cuisine, il manque quelqu'un, tu connais pas, oui, mon frère, mon cousin, hop, on trouve quelqu'un au niveau familial. Ça, c'est déjà la proximité qui est intéressante dans nos métiers. Je parle dans les petites entreprises, mais aussi dans les grandes entreprises. Bien souvent, lorsque dans un grand hôtel, il manque une personne pour faire aussi bien le ménage, mais aussi bien la réception, moi j'ai ma nièce qui parle 4 langues, elle va pouvoir venir t'aider, il n'y a pas de souci. Bon voilà, ça c'est extraordinaire. Après, il y a aussi des solutions à travers un GEC qu'on est en train de monter. Ça, c'est un groupement d'employeurs qui va nous aider à aider. Voilà, on va apporter un potentiel. Et on va pouvoir réagir pratiquement immédiatement lorsqu'il y a une panade au niveau des entreprises. Très bien, merci. Madame Van der Merch, les jeunes que vous réussissez à attirer dorénavant en leur parlant environnement et en rappelant ce que Veolia fait au quotidien, ils pourraient aussi devenir vos ambassadeurs, coopteurs et pourvoir à vos 80 offres d'emploi qui ont 80 postes, oui, on a à pourvoir. En effet, je voulais juste aussi rebondir sur nous, alors surtout pour nos postes un peu techniques d'experts électromécaniciens, on fait participer aux entretiens de recrutement nos électros.
Et ça me fait penser aussi, quand on organise des portes ouvertes sur nos sites, on montre aussi le matériel qui est à disposition, parce que c'est important aussi de montrer les moyens mis à disposition pour travailler. Et sur les forums, on emmène aussi, on a emmené des électros, et on leur fait prendre leurs outils pour montrer aussi ce qui est utilisé, notamment par exemple des compteurs d'eau ou autres, donc pour qu'ils puissent visualiser un peu sur quel automate ils vont travailler, etc. Donc c'est des choses qu'on fait aussi, voilà. Et après, oui, les ambassadeurs, oui, je pense que c'est quelque chose d'intéressant aussi. Un des meilleurs moyens de faire savoir. Bien, à mon tour, comme Daniel, de vous remercier. On arrive à la fin de cette première séquence. Merci à vous d'avoir pu apporter vos différents témoignages.